Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 26 août 2024. Alors aujourd'hui, on va voir l'agenda de la semaine avec les chiffres économiques qui vont être annoncés. On fera un petit point aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec le symposium de Jackson Hole. On verra les résultats à venir avec notamment les grosses entreprises et Nvidia qui donnera ses résultats dans la semaine. Et puis quelques actions du portefeuille et puis des valeurs intéressantes à suivre qui peuvent éventuellement être prises à l'achat ou alors à surveiller sur des niveaux intéressants. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va regarder un petit graphe sur notamment l'évolution des cours et le pivot de la Fed, mais avant ça, on va regarder un peu les chiffres qui vont tomber. On fera un petit retour après sur les taux. Cette semaine, on a quelques chiffres intéressants, mais ce sera surtout en fin de semaine. On a commencé doucement aujourd'hui en Allemagne avec le climat des affaires, rien d'intéressant. Et puis commandes de biens durables aux États-Unis qui sont retrouvées plutôt positives et un peu mieux qu'espérées, beaucoup mieux que le mois dernier où on était négatif, à -6, on est à +9 environ. Les États-Unis qui attendent, je pense, vraiment les résultats d'NVIDIA et puis de digérer aussi ce qui s'est passé à Jackson Hole pour prendre une direction. Si on veut avoir des chiffres intéressants, alors demain on aura le PIB en Allemagne et confiance conso aux États-Unis, mais là aussi ça ne devrait pas faire énormément bouger les cours. On aura les demandeurs d'emploi mercredi en France. Un chiffre intéressant jeudi qui va tomber, notamment si on s'intéresse au secteur automobile, c'est les immatriculations. On aura les immatriculations notamment en Grande-Bretagne, Italie, Allemagne et France. Ça peut être intéressant pour jouer un secteur ou alors certaines valeurs en stock picking sur les constructeurs auto, que ce soit les traditionnels ou ceux plus axés hybrides et électriques. Donc ces chiffres sur la santé des immatriculations, notamment en Europe, ça peut être intéressant. On aura également l'inscription hebdomadaire au chômage, IPC en Allemagne et le PIB aux États-Unis. Donc là, c'est des gros chiffres. Ça peut faire bouger les cours. Et enfin, vendredi, on aura en France l'IPC. Donc là aussi intéressant parce qu'on devrait peut-être descendre sous les 2% en France en annuel. Donc par rapport à l'inflation d'il y a un an sur le même mois, peut-être enfin passer sous la barre des 2%. Donc intéressant pour la BCE pour qu'elle puisse baisser ses taux. Et également PCE Core aux États-Unis à 14h30 vendredi. Là aussi, ça nous en donnera plus sur les prix qui sont imposés aux ménages et la santé financière des ménages aux États-Unis. Et également samedi, quelques chiffres sur la Chine, notamment sur les PMI. Donc ce sera à suivre ce week-end. Les résultats, les dividendes. Alors on aura surtout Nvidia. Mercredi sera une grosse journée parce qu'on aura Nvidia. Donc c'est elle qui va un peu donner le là sur tout ce qui est technologique semi-conducteur. Et également, on aura d'autres valeurs intéressantes. On aura Harmony Gold, on aura Eiffage en France. On aura également De Giro, Mota Engil, Salesforce. Et puis jeudi, alors jeudi c'est avant bourse, donc il faudra plutôt la jouer mercredi si on veut jouer éventuellement les résultats. C'est Pernod Ricard. Elle est au CAC 40, elle est intéressante. Selon moi, c'est toujours un peu trop tôt. Ça fait quasiment depuis le début de l'année qu'on dit que Pernod Ricard est spiritueux. Il faut attendre la fin des stockages et le début de la reprise pour voir un cours monter. Et on avait noté cette phase de la rentrée, c'est-à-dire mois de septembre. On y est presque, c'est la semaine prochaine. Il faut laisser le temps, je pense. Les résultats vont nous aider. Et on verra le cours début septembre. Ça pourrait être intéressant, mais ça me semble encore un tout petit peu trop tôt pour les jouer avant résultat, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé au symposium de Jackson Hole? C'était ce qui était attendu, c'est-à-dire que Powell, donc le président de la Fed, a annoncé qu'il y aurait une baisse à la prochaine réunion, donc le 17 et 18 septembre, pour la Banque fédérale américaine. C'est pas une surprise, ça arrive à mon sens un peu trop tard, mais le ralentissement économique américain est tellement important qu'il faut commencer à soulager les entreprises. Donc le pivot, il arrive. Le pivot, c'est quoi? C'est le moment où on change un peu de sens, c'est-à-dire que on va commencer
à baisser les taux après une période de hausse et éventuellement de stagnation comme on a eu, parce qu'on là on a eu une période de hausse assez importante et finalement la stagnation elle a duré plus qu'attendu, hein. On l'attendait le début de la baisse des taux plutôt au début de l'année, voire printemps 2024, et on l'a pas eu. Ça a duré, et c'est le souci, hein, qu'on disait, c'est-à-dire que l'économie, c'est un peu comme un train de marchandises ou un paquebot, c'est-à-dire que pour voir les résultats sur l'économie, bah, il faut des mois, parce que les mesures qui vont être prises, le temps qu'elles soient assimilées par les entreprises, par les banques, par le marché, et bah, ça met du temps, et ça se revoit sur les chiffres plusieurs mois après, donc c'est pour ça qu'il faut plutôt anticiper, et c'est pas ce qu'a fait la Fed, je pense, en attendant énormément. Donc on aura, on le rappelle, hein, probablement 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année. On verra, ça peut toujours changer avec les chiffres, mais c'est ce qui est annoncé, avec probablement 0,25 en septembre et peut-être 0,50 à la réunion d'après, ou inversement. Mais on aura certainement quand même des baisses de taux importantes. Pourquoi? Parce que le marché, on l'a dit, notamment le marché américain, mais un peu mondial, est en croissance un peu molle. Donc il faut le relancer, et on a des taux un peu élevés. A priori, c'est plutôt une bonne chose, hein, quand on va baisser les taux, parce que ça va aider les entreprises. Mais si on les baisse, les taux, il y a une raison, c'est parce que le marché, la croissance, l'économie, commence à donner des signes de ralentissement et a du mal. Donc l'aide qu'on va fournir au marché, s'il peut être dans un premier temps, être perçu comme une bonne chose, et à terme ce sera évidemment quelque chose d'intéressant qui va aider les entreprises, on va rentrer dans une période peut-être un peu compliquée. Et ce schéma nous le rappelle, hein. Alors il a un peu plus d'un an, mais c'est pas gênant parce que ça se focalise notamment sur les temps où la Fed a fait son pivot, c'est-à-dire au moment où elle a commencé à baisser ses taux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle baisse ses taux, c'est que l'économie commence à ralentir et qu'il faut commencer à l'aider en baissant les taux directeurs pour avoir un argent moins cher et relancer les prêts et l'économie via les entreprises. Évidemment, on a dit que c'est à moyen terme, c'est une bonne chose, mais à court terme, c'est peut-être quelque chose de négatif, et on le voit sur ce graphe qui est assez parlant. C'est qu'à chaque fois que la Fed pivote et commence à baisser ses taux, on a les marchés, on a ici le cours du S&P 500, hein, et ici on a les taux de la Fed avec le moment où elle les baisse. Et on voit qu'à chaque fois où la Fed commence à baisser ses taux, on a dans les semaines et les mois qui suivent une baisse du marché, et une baisse relativement importante. On le voit, alors là ça date d'il y a très longtemps, on le voit, on est dans les années 60, mais moins 36, moins 48, moins 27, on va revenir un peu à ce qu'on connaît, un peu plus proche de nous, qui sera peut-être un peu plus réaliste par rapport au marché qu'on connaît, c'est-à-dire fin 90, début 2000, avec ce pivot, et finalement une baisse du marché sur le Standard & Poor's de 51%. C'est assez énorme. On l'a également en 2000, 2008, crise des subprimes, avec moins 58%. Et Covid-19 ici, moins 35%. Donc on voit que qu'on a aidé un peu l'économie, qu'on a mis pas mal d'argent pour continuer à supporter les marchés, à un moment on a une inflation un peu trop importante, il faut rectifier les choses. Mais il faut rectifier les choses pour aider aussi l'économie qui ralentit. Et c'est cette économie qui risque de ralentir, qui risque de pénaliser les chiffres des entreprises. Et à court terme, alors à court terme, c'est toujours une expression qui peut vouloir dire différentes choses pour certains. On va garder quand même une certaine marge de manœuvre. Moi, je connais pas la tendance qui va perdurer pendant un certain temps, mais on peut parler de plusieurs mois, je pense. Après, c'est difficile à dire. Est-ce que ça va durer 3 mois, ou est-ce que ça va durer 9 mois? Mais on va certainement initier, comme le montrent les récentes baisses de taux, qui ont été importantes. On en a qui ont été un peu moins importantes, un peu moins vives, qui n'ont pas été trop marquées par le marché. Mais quand on commence à baisser fortement, comme c'est probablement le cas, parce qu'on est monté très haut très vite, et là on commence à surréagir parce que
On parle aussi de moins 0,5, donc c'est commencé à mettre quand même un gros impact, hein, sur le prix de l'argent. On a des chances de voir le marché commencer à patiner. Alors dans ces valeurs, à chaque fois, il y en a qui s'en sortent, hein. Ça, c'est le S&P 500, donc c'est un indice, c'est la globalité du marché qui va à la baisse. Il y aura des valeurs qui vont continuer à progresser, qui vont fonctionner. Mais dans la majorité, on le voit que quand on commence à baisser les taux, à court terme, on va vers un marché baissier. Et après, évidemment, quand on a enfin cet effet qui a été recherché, c'est-à-dire que les entreprises se sont refinancées, les entreprises ont réinvesti parce que l'argent était moins cher, elles ont pu utiliser cet argent pour plein de choses, hein, soit se désendetter, soit changer leur machine, réembaucher du personnel, etc. Donc commencer à réinvestir, finalement ça a été porteur quasiment tout le temps, quasiment à chaque fois, mais ça met du temps. Et ce temps-là, entre le pivot de la Fed et la relance, généralement, il y a une baisse. C'est pas une occurrence de 100%, c'est généralement quand il y a des baisses de taux qui sont assez agressives et assez fortes parce que on a un marché qui ralentit et ralentit un peu trop fortement. Donc on essaye de contrecarrer ça. Et comme d'habitude, comme le marché est lent à réagir, comme le marché est une grosse machine qui va mettre du temps à intégrer ça, ça va mettre des mois pour remonter. Mais à terme, ce sera positif, mais à court terme, on a cette épée de Damoclès avec probablement, donc à partir du 18 septembre, peut-être le plus haut qu'on va atteindre, hein, dans un mois, commencer à baisser assez fortement. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les taux directeurs et donc le symposium de Jackson Hole et les futures baisses des taux, hein, aux États-Unis qui vont impacter un peu tous les marchés mondiaux, je pense. Allez, on regarde le CAC 40 avec une hausse de plus 0,18 et la confirmation donc de la sortie de Canal. Et si on suit un peu l'idée qu'on a sur un marché qui suit un peu le marché américain et le marché mondial, peut-être le plus haut vers mi-septembre. Mi-septembre, ça nous met où? 18 septembre, on est ici. Peut-être aller rechercher la moyenne à 200, donc les 7007 en gros, à peu près 7007, 7008, cette zone-là. Et après, peut-être le début de la petite dépression rapide avec cette baisse des taux. On verra, hein, c'est encore un peu tôt pour anticiper, mais c'est un scénario qui pour l'instant a quand même pas mal de chances de se réaliser. Donc à très court terme, jusqu'au 18 septembre, peut-être plutôt positif sur les indices. Sur les indices, encore une fois, parce qu'il y aura toujours des particularités sur certaines actions qui vont surperformer par rapport aux indices et qui vont pas suivre la tendance générale. Au niveau des grosses variations du CAC, on a quoi aujourd'hui? On a une eBay qui revient bien, mais on attend toujours, hein, une eBay, la confirmation de cassure d'oblique court terme. Plutôt positif, on l'avait dit, hein, ici, je crois, au mi-août, qu'on irait rechercher l'oblique. Et après, il faudra avoir la force de la casser. Mais pour l'instant, on a le petit gap ici qui a... Si, il a été comblé. Il a été comblé, ce gap. Non, il est plus bas, il est ici. Hop, il est là, sur les 61,50. Donc, il n'a pas été comblé, ce gap-là. Mais Unibail a plutôt quand même une tendance assez intéressante. Et là, on finit probablement la conso. Il y a de belles chances quand même de continuer. Donc, pas anticiper la cassure, mais toujours plutôt positif. Sur Total Energy, on a toujours eu une demande relativement importante qui s'est pas écroulée. Donc, on a à la fois la demande en pétrole, mais en énergie renouvelable qui est intéressante sur Total, qui est assez multitâche, hein, en termes d'énergie et de producteurs d'énergie. Donc, toujours intéressant. Là aussi, on consolide gentiment depuis le printemps. Pas anticiper la sortie, mais a priori, on y va tout droit vers la sortie. Donc, est-ce que ce sera une sortie de quelques semaines seulement pour aller taper les plus hauts sur le 18 septembre, et puis après, voir que le marché ralentit trop, que finalement, on a un peu survalorisé et qu'on va vers une croissance trop molle, donc on a survalorisé les entreprises et qu'on va commencer à vendre pendant 2-3 mois. Mais à court terme, on reste quand même plutôt positif sur Total. Et à long terme, c'est pareil. Donc, une petite vague haussière avant
un début de tendance à la conso et une reprise peut-être à la fin de l'année. C'est un scénario peut-être à jouer, mais pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation court terme sur Total, qui reste quand même peut-être un peu sous-valorisé par rapport aux autres. Je pense aux grosses majors américaines, hein, qui n'ont pas forcément cette capacité à être justement sur euh, d'autres matières que le pétrole, parce que Total, ils sont sur le pétrole, mais ils ont aussi l'électricité et le gaz, donc ça leur fait quand même une grosse force de frappe pour pouvoir résister un peu à tout. Et enfin, ce qui n'a pas marché, alors les semi-conducteurs, on en a parlé, hein, il y a un petit peu de tension sur tout ce qui est technologique avec les résultats d'NVIDIA qui vont arriver mercredi, et on se dit que bah, tout ce qui est un peu techno, qui a été bien valorisé, qui a bien fonctionné, il faut pas que les résultats d'NVIDIA soient en deçà parce qu'il faut qu'ils cochent un peu toutes les cases en vert. Sinon, euh, on va commencer à se poser des questions sur l'investissement IA, sur l'investissement au global, sur ce que ça peut rapporter et sur peut-être la valorisation qui a été trop importante sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. C'est pour ça que tout ce secteur-là est un petit peu en attente, je pense, des résultats d'NVIDIA mercredi qui seront scrutés, qui seront analysés et qui vont porter le marché technologique à la hausse ou à la baisse à partir de mercredi. Donc on a un peu de tension à la fois sur STM mais sur beaucoup de valeurs un peu connexes. Et puis Edenred à moins 0,5, on est toujours sous les 39,13. Pour moi, sous les 39,13, faut éviter. Le jour où on revient, on pourra se poser la question, mais c'est quand même une tendance très négative hein, sur Edenred. On a toujours aussi l'épée de Damoclès avec les problèmes judiciaires en Italie sur une filiale d'Edenred. Donc attention sur ce genre de trade. Hein. Si on veut les jouer, c'est du rebond technique uniquement avec des stops assez courts parce que sinon on le voit, on peut se laisser embarquer assez facilement et pendant longtemps. Donc pas terrible. Peut-être un petit point sur quelques valeurs qu'on suivait sur le portefeuille, notamment. Donc oui, c'est ce que je nous disais sur les technos. Hein. Là, par exemple, on a moins 5 sur ARM. Finalement, elle fait rien. Elle fait rien depuis une dizaine de journées. Mais on arrive quasiment à venir casser quand même cet oblique court terme. Hein. On a déjà été retrouver la moyenne à 200, donc on est en phase de conso et peut-être de post-conso avec un début de construction autour des 130, 140. Donc ça reste quelque chose de... Et d'autant que les 5%, on les avait gagnés vendredi dernier. Donc là, on retrouve un cours qui va plutôt être en... c'est plutôt des gros, je pense, qui dérisquent avant la sortie des résultats d'NVIDIA et qui vont re-rentrer si les résultats sont corrects ou sinon qui rentreront pas et qui vont laisser les autres sortir hein, si les résultats sont négatifs. On a un peu partout pareil sur Alphabet, Amazon, Microsoft. C'est plutôt en rouge pour attendre éventuellement des bonnes nouvelles. Biomérieux, toujours bien. Hein, Biomérieux, on a fait le gap haussier. Et on voit que 2 jours après, bah, non seulement on va pas vers le gap, mais on va même pas vers la moitié hein, du chandelier ici qu'on peut noter. C'est souvent une valeur intéressante autour des 102,5. Donc plutôt intéressant de voir cette phase de digestion très très lente avec une baisse quasiment limitée, quasiment inexistante même. Donc le but c'est toujours d'aller chercher la résistance et cette fois d'aller la casser sur Biomérieux, hein, secteur santé. Euh, Toujours plutôt favorable. Je parlerai peut-être d'un ETF santé si ça vous intéresse. Euh, une valeur qu'on avait pris récemment avant son explosion. Donc on peut déjà jouer la zone de gap ici en stop loss hein, pour sortir si on a un retournement qui annule un peu le début de tendance, mais on est plutôt quand même favorable sur Biomérieux. CrowdStrike, secteur cybersécurité, qui avait été beaucoup trop vendu, et elle aussi est en train de jouer ici, on le voit depuis quelques jours, la cassure court terme, avec, on est venu la jouer jeudi avec la mèche, quasiment au point près, vendredi juste en dessous, et aujourd'hui lundi, on ouvre au-dessus. On perd un tout petit peu aujourd'hui, mais on voit qu'on est en train de jouer ce troisième point d'impact sur l'oblique pour le casser. Pour l'instant,
Il faut encore plus de chandeliers, il faut encore plus de jours, mais on est quand même, on vient d'ici, hein, on vient des 200 et on est sur les 269. Donc, hop, on a gagné quand même 35% rapidement. C'était suite à, notamment au bug mondial avec Microsoft, donc ça avait été largement vendu, ça avait trop vendu. On a un rebond technique et le rebond technique qui est en train de jouer, donc à savoir si ça va passer ou pas. Perso, moi j'ai monté un peu les stops, on va suivre ça. Ça reste une valeur intéressante. On a Palo Alto aussi, hein, en secteur cybersécurité qui est intéressant. Mais là, ce qu'on jouait, c'était la décote de CrowdStrike, hein, qui avait été largement, c'était du n'importe quoi, moins 50%. Donc forcément, ça allait remonter assez fortement. Danone, on est toujours en embuscade, hein, pour casser la résistance, la fameuse résistance à 61,55. On n'en est pas loin, toujours positif. C'est toujours le moment, je pense, de rentrer sur Danone, hein, qui devrait performer. À NFL Biosciences, alors petite ligne en spéculatif, on est toujours autour des deux là. On joue les deux, on attend les news notamment, hein, sur. Il y a pas mal de phases, phase 2, phase 3. On est dans le sevrage tabagique avec des débouchés assez importants. Et on est sur des niveaux clés, à savoir moyenne à 200 et puis bas du canal haussier. Donc on est toujours en train de jouer ça. Tant qu'on lâche pas, hein, on a des chances d'avoir une grosse explosion. Et sur ce genre de valeur, c'est plutôt à anticiper, parce que quand ça arrive, on le voit, c'est les gros chandeliers où on gagne tout de suite dans la journée. Et si on perd cette journée-là, on perd quasiment toute la hausse. Donc c'est plutôt maintenant, hein, qu'il faut anticiper, qu'il faut accumuler, qu'il faut rentrer pour jouer ensuite la grosse phase qui va nous mener peut-être vers les 3 et plus. Nvidia, je vous en parlais, hein, on attend les résultats. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. On attendra mercredi. Ça risque de rien faire jusqu'à mercredi. Mais le rebond, il a été quand même super fort sur Nvidia. On n'est même pas venu toucher la moyenne à 200. On a déjà cassé l'oblique court terme. C'est assez fort quand même ce que nous montre Nvidia. Et puis le gap, hein, comblé entre les 97 et les 101. On aura la confirmation mercredi sur les résultats d'Nvidia, mais ça reste quand même à ce stade plutôt solide. SFC Energy, on en avait parlé, hein, qu'il fallait probablement rentrer, parce qu'on avait cet effet d'escalier un peu, hein, avec des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc tout était de plus en plus haut. Et puis les 21-30, bah, ils sont en train d'être cassés une nouvelle fois. Pour moi, on est plutôt haussier. Il faut acheter SFC Energy, hein. Le chandelier ici, du 5 août, opportunité d'achat. Et depuis, on fait que monter. On confirme les 19,30, on confirme la moyenne à 200. Et on est post-pullback, donc le breakout avec la zone technique sur les 21, sur les 25,15. Le pullback, accumulation sur moyenne à 200. Et puis là, on lance la tendance de fond qui devrait nous mener à terme sur les 25. Donc on est sur même pas sur les 22. C'est plutôt très fort. Et puis les volumes. Les volumes qui sont confirmés, volume sur plus bas, volume sur cassure, c'est très favorable également. Et puis un petit point sur Xpeng. Pourquoi Xpeng? Parce qu'on a eu un gap haussier, parce qu'on commence à avoir des volumes. Alors les volumes, ils sont intéressants, et puis là on est qu'à la mi-séance, donc on va certainement avoir des volumes, peut-être comme ici, hein, on attend des sommes monstrueuses. Alors sur les véhicules, que ce soit électriques ou autres, hein, on a l'Europe qui est un peu en train de faire la guerre aux constructeurs étrangers en mettant des droits de douane assez importants. Les États-Unis aussi l'ont fait, avec des droits de douane pour certains à 100%, hein, c'est énorme. En Europe, on est plus entre les 15 et les 30%, ce qui reste quand même important, mais ça reste un peu plus abordable. Avec des droits de douane moins importants pour ceux qui vont un peu collaborer avec l'Union européenne. Donc on voit qu'il y a une guéguerre qui est en train de se passer un peu sur le secteur automobile. Il y a aussi un certain protectionnisme. C'est notamment pour ça, hein, que la Chine avait augmenté aussi ses droits de douane, notamment sur des produits français et des spiritueux, hein, français comme le cognac. C'était en partie en réponse aux droits de douane qui étaient élevés sur les véhicules chinois, parce que la Chine
elle va évidemment déverser une partie de ses véhicules sur le marché domestique en Chine, mais également, comme le marché domestique chinois a du mal à repartir, également aux États-Unis et en Europe. Et il y a pas mal de protectionnisme avec les États qui mettent des droits de douane importants et qui essayent de négocier. On a également pas mal d'usines qui se sont créées dans les pays européens, notamment des usines de pays chinois ou étrangers ou autres qui essayent de s'installer sur le sol européen pour éviter ces droits de douane et puis pour pouvoir vendre finalement un peu plus facilement. Donc on est pas au début, parce que le début de la guerre des véhicules électriques, il a déjà eu lieu depuis 2-3 ans maintenant. On va rentrer dans la phase 2 avec un peu la deuxième mise sur le marché des véhicules électriques, l'arrivée du marché chinois un peu plus fort. Maintenant, en termes d'électrique et hybride, on est en train bientôt de surpasser le thermique. Donc c'est ça qu'on jouait, c'est un peu le contexte. Sur Xpeng, je vous ai mis ici le petit gap. On était sur des plus bas, hein. On a un plus bas ici, octobre 2022, sur les 6,18. Alors on a une belle, un beau niveau ici sur les 50, quelques temps après l'entrée en bourse. Mais on voit qu'on est rentré déjà dans une année qui était un peu mauvaise pour toute la bourse. Et puis après, il y a eu le début de la guerre un peu commerciale sur les véhicules électriques et hybrides, les tentatives de rebond. Mais finalement, cette zone-là, les 6-7, sont un peu des niveaux de rachat historiques. On a aussi un niveau de dette qui est pas énorme sur Xpeng par rapport à d'autres. On a aussi NIO et BYD dans la même idée. Et Xpeng, aujourd'hui, ou plutôt la semaine dernière, on a un des directeurs qui a acheté pour plusieurs millions d'actions. Il a acheté, je crois, un peu plus d'1 million ou 1,2 million d'actions. Ici, c'est aux États-Unis, donc en ADR. Donc, ce qui fait le cours à 7, ça fait entre 7 et 10 millions total pour lui, personnellement. Et il en a acheté aussi sur le marché chinois. Là, j'ai pas fait le taux de change. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais là aussi, c'est des sommes relativement importantes. Donc, on voit qu'il y a des rachats sur plus bas de dirigeants. Ça peut être intéressant. Et le marché, le marché le joue aussi parce que finalement, on est sur des points bas un peu. Ça se joue. Alors, moi, je l'ai joué en spéculatif, donc j'ai pas mis 10% de mon portefeuille. J'ai mis nettement moins, mais c'est certainement une ligne qui peut casser parce que on a une belle rentrée d'investisseurs, on va avoir des volumes intéressants, on est sur des plus bas historiques et peut-être sur des niveaux qu'on ne retrouvera pas. Donc on va jouer peut-être cette séquence avec également, on le voit, quelques figures. Hop, on va le regarder en hebdomadaire avec ces plus hauts là sur l'année 2020 et sur l'année 2021, et on le voit qu'on n'est pas loin de la casser. Et ces niveaux-là qui sont rachetés sur les 6-7, on va jamais en dessous. Donc là, c'est intéressant de le voir en hebdomadaire aussi, on le voit peut-être un peu mieux avec cette phase finalement. Et puis là, il y a plus trop de volatilité par rapport à ce qu'on a connu donc sur cette première guerre un peu des véhicules électriques et hybrides. Et là, on est peut-être au début de la deuxième phase de cette guerre des véhicules chinois et électriques et hybrides. Donc peut-être au démarrage de quelque chose d'intéressant sur Xpeng. Là aussi, vous pouvez jouer BYD, NIO peut-être un peu moins, je ne sais pas, on verra, mais on a plus de certitude sur BYD. Mais Xpeng, je les trouve assez intéressants également. Et puis on va faire quelques valeurs abonnées. Alors, je ne sais plus où c'était. Ça devait être la 3. Ça devait être celle-là. Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, ils font pas grand-chose. Depuis ici le creux Covid, finalement, alors, c'est pas un range parce que on voit qu'on a quand même des plus bas qui sont rachetés constamment de plus en plus haut. Donc c'est plutôt intéressant, mais on a quand même cette grosse résistance autour des 15-16.
C'est peut-être ça, c'est peut-être jouer un peu la congestion. Alors sur Compagnie des Alpes, ils ont également, ils vont quitter Tignes, hein, parce qu'ils étaient gestionnaires de la station de Tignes, qu'ils ont plutôt bien remonté. On verra ce que ça fera. C'est dans 2 ans, je crois que c'est 2026 hein, pour Tignes. On va peut-être le voir également en hebdomadaire. Voilà, donc on voit ces phases avec les plus bas de plus en plus haut. On pourra même voir aussi les plus hauts de plus en plus bas en partant d'ici, hein, 2017. Donc finalement, la phase qui va se jouer, mais qui est vraiment long terme sur Compagnie des Alpes, hein, qui serait intéressante si on a une sortie. Je pense que ce serait ça, hein, à jouer sur Compagnie des Alpes. Avec le faux départ qu'on a connu au printemps 2024. Mais si on vient recasser, là ça peut être favorable. Donc un redémarrage autour des... un peu avant les 15, entre les 14,50 et les 15, ce serait je pense à acheter et à jouer pour le futur. Mais là aussi c'est vraiment du long terme hein, sur ce genre de valeur. ASML Holding. On va attendre les résultats d'NVIDIA. On est toujours plutôt favorable. C'est toujours un leader sur les semi-conducteurs et notamment les machines. Hein. Ils fabriquent les machines pour faire les semi-conducteurs. À ce stade, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faudra attendre la réaction de mercredi du marché sur tout ce secteur-là, je pense. Drone Shield. On a toujours le gap sur les 1,36 qu'il faut casser pour stopper la chute. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est même pas venu sur la moyenne à 200. On a réagi sur le support hein, à 0,93. Mais on a fait quand même un gap baissier. Moi, j'aime pas ça parce que ces gaps baissiers, généralement, ils sont assez compliqués à combler. Si on les comble rapidement, oui, ça met de la dynamique positive. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se rapproche du gap et qu'on ne le comble pas et qu'on initie une séquence qui va être baissière long terme. C'est pour ça que quand on voit comme ça généralement un gap baissier, on n'investit pas et on attend. Alors on peut investir avec des stops courts hein, justement pour éviter de se faire embarquer, mais sinon ce genre de valeur, il faut attendre qu'elle signifie l'annihilation hein, du gap. EuroAPI. Alors EuroAPI, oui, je crois que je répondais en commentaire, c'est l'exemple des valeurs spéculatives qui fonctionnent bien, parce que là, on se rend peut-être pas compte, mais on va regarder en pourcentage, si on prend le plus bas, on a monté de 80% en 1 mois et 12 jours. Jackpot, c'est formidable. Par contre, c'est évidemment quelque chose de risqué, c'est quelque chose de spéculatif où on va pas mettre une grosse partie de son portefeuille, on peut le faire, on va gagner 1 fois, 2 fois, mais la 3e fois, on va être rincé et ça va flinguer le compte. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre énormément dessus. Hein. C'est une valeur qui est énormément baissière. C'était l'ex-filiale de Sanofi notamment, qui avait été vendue, qui avait bien fonctionné les premiers mois, et puis après, la descente aux enfers. Là aussi, on le voit, hein, les gaps baissiers. Et sur le long terme, on voit que c'est quelque chose de négatif qui nous emmène toujours plus bas, tant qu'on ne les a pas comblés. Hop, il est ici le dernier. On voit la réaction hein, sur les 4,46 qui n'ont pas été, qui pour l'instant servent de résistance. Alors oui, ce genre de valeurs-là, si on les prend au bon moment, qu'on joue un peu avec les outils techniques et qu'on a un peu de chance aussi, il en faut, hein, oui, on peut faire des pourcentages énormes, mais il faut faire attention, ça reste baissier. Et là, on avait notamment ici, hein, éventuellement une prise hein, entre le 8 juillet et le 12 juillet. On avait éventuellement une petite porte d'entrée hein, pour rentrer et jouer justement. Les 4,46, on les a eu quasiment en ligne droite, donc plutôt intéressant. Derrière, on a des prises de profit. Pour un investissement moyen-long terme, non. Ça reste super négatif. Maintenant, pour du trading, éventuellement, hein, ça peut être intéressant. Là, actuellement, on est certainement en phase de prise de bénéfice. Il faut voir le niveau sur lequel on va redescendre. Peut-être les 3,50 ici. Et la force de cette consolidation va nous en dire plus sur l'intérêt de rentrer sur EuroAPI. Hein. Si on vient défoncer de plus en plus bas, ça va être compliqué. Par contre, si on commence à avoir une réaction ici sur les 3,50,
peut-être une phase de congestion et une sortie de ce grand canal, hein, de cet oblique très long terme qui date de 2022. Mais pour l'instant, oui, c'est à suivre et à jouer avec parcimonie. De Giro, bah, ils ont fait échec. Ici, on jouait l'oblique. Pour l'instant, c'est un échec, mais c'est rien de catastrophique. C'est peut-être une opportunité de les avoir un peu plus bas. Plutôt favorable, toujours sur De Giro, hein. Intel, le gap baissier, comme souvent. Gap baissier qu'on a eu. Alors celui-là, il avait été comblé, hein, sur les 34, mais après, on a continué. On en a fait un nouveau. Donc, compliqué sur Intel. Il y a d'autres valeurs un peu plus intéressantes. Il y a Dell, je crois, qui donne ses résultats jeudi. Il y a AMD qui sont aussi plus intéressants. Intel, ils ont pris un gros coup sur le nez. C'est dur. C'est dur d'investir là-dessus. Nexans, on l'avait déjà fait, rien de nouveau. Novacite, on l'avait dit. C'était le gros travail très volatile entre les plus hauts et les plus bas, qui va nous amener des chandeliers de plus en plus petits, et a priori vers une moyenne autour des 1,10. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts, donc une congestion, des cours qui vont s'amenuiser dans l'espace, avant une cassure vers le haut ou vers le bas. Et c'est ça qu'on peut jouer sur Novacite et sur pas mal de valeurs spéculatives comme ça qui sont rentrées avec des volumes énormes. C'est après la première explosion, voire cette phase de congestion et ensuite le débordement à la hausse ou à la baisse. Donc là, on est en attente de ça, hein, de cette phase où on va avoir de la volatilité qui va s'amenuiser avant la prise de décision du marché pour survaloriser la valeur ou alors la ramener à son niveau initial. Nvidia, on attend. Opera, c'est pas mal, hein, on l'avait déjà fait aussi, mais la cassure, le gap surtout, hein, le gap entre les 12,9 et les 14, et puis après le retour ici sur les 14,80. Oui, donc on joue ça. On joue l'accumulation, et moi j'aimerais bien aussi pas mal de volume. Alors ça fait 2 jours, on avait pas mal de volume. Le troisième, là, il n'est pas fini. Ça va se calmer, il faudrait que ça reparte. Et si ça repart, ça peut être intéressant, hein, sur Opera. Aux immunos, on est toujours en cette phase de congestion, il n'y a rien à faire. PayPal, on est en train de travailler la résistance. Donc il faut attendre aussi, mais plutôt positif. Alors moi j'étais parti sur PayPal, hein, j'avais profité du rebond pour sortir. J'ai pas attendu malheureusement. Donc j'aurais pu gagner encore quelques pourcents, mais bon. Intéressant aussi parce qu'il y a Adyen notamment qui est dans le même secteur, hein, des paiements qui remonte bien. Adyen, c'est aux Pays-Bas, donc c'est aussi dans le secteur des paiements. Et on le voit, hein, c'est ce qu'on a joué depuis un moment, mais j'ai joué tellement depuis longtemps PayPal que j'ai un peu perdu confiance et finalement je suis parti quelques jours avant, un peu trop tôt. Mais on a les signaux de retournement sur PayPal. On a cette grosse résistance qui a fini par lâcher, hein, les 68. On va chercher les 72 et surtout le gap ici, 72,50, il est comblé, il n'existe plus. Donc a priori maintenant on peut jouer la construction et la hausse de PayPal. Il faudra vérifier les chiffres. Le problème c'est que PayPal, ils sont aussi contraints par la croissance et le nombre de transactions. C'est ça qui va les aider. Donc dans une économie florissante, a priori PayPal, ils vont monter, mais comme on va plutôt vers de la croissance molle et une baisse des taux pour généralement relancer un peu l'économie qui a du mal, ça va pas dans le sens de PayPal. Donc on a peut-être un peu quelques interrogations sur cette valeur. Rexel, rien de nouveau. Score, rien de nouveau non plus, c'est toujours plutôt baissier. STM, il faudra attendre Nvidia. Vertive. En congestion, mais c'est plutôt intéressant, hein, ce que nous met Vertive. Et CGG, c'est une belle réaction, hein, sur les 36. Mais ça fait un peu peur aussi. On avait un regroupement d'actions, hein, parce que normalement on était en penny stock sur Viridien. Il y a beaucoup quand même de signaux assez négatifs, notamment le travail ici, hein, autour de la moyenne à 200, la cassure. Moi je rentrerais sur volume énorme, vraiment des volumes monstrueux à plus de 380 000, hein, voire 500 000. Parce que là pour le moment c'est un peu délaissé et puis c'est constamment baissier. Et puis je crois qu'on avait aussi Ubisoft.
Ubisoft, ouais. Euh, je pense qu'elle va remonter, mais on attend que le marché le valide quand même. Et on n'est pas à l'abri d'aller chercher un peu plus bas, mais il y a des jeux qui devraient bien marcher cet été, et éventuellement à Noël aussi. Et puis la valorisation, elle est super basse sur Ubisoft. Maintenant, elle peut toujours être plus basse. On a ce gap baissier qui est un peu inquiétant. On a cette cassure de support majeure sur les 18.6 qui est aussi inquiétante. Il faut revenir au-dessus des 18.6 et là, là, ça pourrait être super parce qu'on a toutes les moyennes qui vont arriver et qui vont jouer. Donc on aura certainement un phénomène un peu de construction ici qui peut être précurseur d'une sortie par le haut. Mais moi, je ne le jouerai pas maintenant parce que je trouve que c'est trop anticipé. On peut gagner, hein, ça peut être intéressant. D'autant qu'à court terme, on a l'inversion de tendance niveau MACD en territoire négatif, on a le retour des histoires. Et puis, c'est ça qu'il faut surveiller, la moyenne à 20. Aujourd'hui, on fait échec dessus. Comment on va se comporter sur la moyenne à 20? Est-ce qu'elle va être défoncée comme dans du beurre? Auquel cas, gros signe de force et on va certainement revenir ici sur la résistance. Ou alors, cette première résistance va commencer à impacter le cours. Et si on commence déjà à buter sur les premières résistances, c'est pas bon. Donc là, on va voir la réponse probablement demain, hein. Donc si on arrive à continuer de monter, oui, on pourra jouer facilement les 18,50 et plus. À court terme, c'est plutôt bien orienté, mais il faut voir la force, hein, des résistances. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vos actions que vous suivez, que vous voulez acheter éventuellement, et les questions que vous avez. J'y répondrai en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!